Bon, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Schmitter, responsable des partenariats CGP chez Crédit Mutuel Investment Manager. On vous reçoit dans des nouveaux studios, un peu chez nous, au plus près de nos clients et de nos investisseurs, comme on aime. Alors, non seulement chez Crédit Mutuel Investment Manager, mais aussi chez Crédit Mutuel Asset Management, puisqu'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est bien évidemment le fonds Crédit Mutuel AM Pierre. On aurait pu l'appeler Crédit Mutuel AM Alexis, mais vous connaissez tous Alexis Bossard, le gérant de CMAM Pierre. Bonjour Alexis, Bonjour Pascal. ravi de te revoir. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on essaye de partager en fin de compte au mieux la valeur ajoutée de ce fonds. Et bien évidemment, c'est solide, volatile, mais solide performance depuis maintenant de très nombreuses années. C'est un fonds, je le rappelle, qui a un SRRI de 6. C'est un fonds qui draine 120 millions d'euros d'encours. Comme déjà dit, des performances volatiles, mais très solides dans le temps. Voilà un petit peu ce qui caractérise CM, AM, Pierre, maintenant depuis de nombreuses fois qu'on s'adresse à vous. Alors, ce que je vous propose, disons, dans un premier temps, c'est que Alexis nous retrace peut-être un petit peu la rétrospective 2021, début d'année 2022. Il y a certainement pas mal de choses à dire. La macro, elle est compliquée, disons. Et Alexis, comment tu t'inscris un peu dans tous ces événements? Alors effectivement, la macro n'est pas tout à fait facile. On a un début d'année qui est assez compliqué. On en avait parlé en novembre dernier quand on s'était vu, effectivement, où la perspective de remontée des taux de la part de la Banque centrale américaine pesait aujourd'hui, sur les marchés, en particulier sur les valeurs de croissance, mais également sur un secteur comme l'immobilier, où effectivement la remontée des taux est souvent perçue comme étant un élément négatif pour des secteurs défensifs comme l'immobilier. Donc c'est ce que vous voyez sur la slide ici. On avait finalement au mois d'août, avec cette barre jaune, une inversion de la performance, où en blanc, vous avez la performance aujourd'hui du secteur de l'immobilier coté en Europe, qui depuis donc sous-performe le stock 600. Et on a eu un deuxième élément qui s'est ajouté à ça, qui a apporté finalement encore plus de volatilité au marché. Bien évidemment, c'est le conflit ukrainien qui, donc au courant du mois de février, a clairement fait baisser justement les marchés. Donc on est sur une performance donc effectivement volatile. On reste sur un rythme annualisé de performance qui serait supérieur à 8% sur les 20 dernières années. On a fait plus 18 en 2021, donc on peut effectivement en absolu être très content. Après, c'est plus une question en relatif. On avait parlé de quelque chose de mi-figue, mi-raisin. On avait été déçu entre autres sur certains segments de l'immobilier. Je pense entre autres au résidentiel allemand d'une part, qui avait pesé négativement sur le secteur. Et donc en relatif, on est quand même en deçà aujourd'hui en termes de performance sur les indices, ce qui nous laisse à penser effectivement qu'on pourrait peut-être avoir des différents éléments de rattrapage. Donc, je répète quand même ce que tu viens de dire, disons, même si on est sur une période, disons, de volatilité un petit peu exacerbée, et comme on peut le comprendre, ne serait-ce qu'à la lumière d'un conflit armé aux portes de l'Europe, on est quand même sur 8% annualisé sur 20 ans. Ouais, D'accord, très bien. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. non, c'est très bien. Voilà, tout à fait. Je t'en prie. Après, alors c'est souvent la question qui revient, c'est un petit peu comment finalement faire face à l'inflation, finalement comment protéger son capital par rapport à l'inflation. Donc c'est un petit peu une question à 1 million de dollars qu'on a un petit peu tous. Et un petit peu contre toute attente, on s'est un peu intéressé finalement dans le passé. On dit souvent que les performances futures ne présagent pas des performances passées. Nous, on a fait un petit peu l'inverse, on a regardé dans le passé ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé, et on a été un peu surpris de la performance finalement des actifs réels. D'accord. Alors, on parle bien là de soit de remontée des taux, soit d'inflation, soit des deux, disons, hein. Exactement. Voilà. Donc on a regardé donc un scénario d'inflation, on y est. On dit souvent en Europe qu'on est plutôt sur une inflation qui est importée, à l'inverse peut-être des États-Unis où pour des raisons d'indépendance énergétique et de tension sur les salaires et d'une macroéconomie plus solide, où l'inflation est plus solide également, plus structurelle aux États-Unis actuellement. On est quand même actuellement sur une tendance d'inflation supérieure à 5%. On est même autour des 6% aujourd'hui actuellement en zone euro. Et dans ce contexte-là, la visibilité finalement n'est pas si importante que ça sur la demande. Et c'est tout l'élément qui nous amène à penser souvent à la stagflation et à cette période qu'on a regardée donc de 74, 72 à 84. C'est la principale période de stagflation qu'on a connue. Et l'élément intéressant, c'est que l'immobilier finalement est ressorti comme, et il n'y avait pas que l'immobilier, mais les actifs réels étaient finalement comme un vrai rempart à l'inflation et à la stagflation. Parce que Et dans alors, l'inconscient collectif, je dirais qui dit inflation dit dévalorisation des actifs. exactement. D'accord. Et alors là, je vais arriver avec une très très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous qui sommes propriétaires. C'est sur le graphique que vous avez ici à gauche, vous voyez finalement l'évolution du prix de l'immobilier, donc des maisons,
entre 72 et 84. Et pour certains pays comme la France, les prix avaient triplé sur cette période-là. Donc clairement, je ne suis incapable de vous prédire qu'on va tripler à nouveau Ah bon? sur les 12 prochaines années. Mais néanmoins, si on regarde l'historique sur une période de stagflation, ça a clairement été un élément favorable. En tout cas, l'immobilier a clairement été un rempart à l'inflation. Et c'est l'autre élément que l'on voit, alors pour la partie, en l'occurrence, immobilier coté, c'est le graphique de droite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Le secteur de l'immobilier coté a été le secteur qui a le mieux performé sur cette période-là. On parlait tout à l'heure d'un rendement annualisé sur les 20 dernières années qui était de l'ordre de 8,1%. Sur ce graphique, si on regarde sur la partie américaine, on était à plus de 12% annualisé. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Néanmoins, il y a clairement des éléments qui, dans le passé, militent pour finalement que l'immobilier, et l'immobilier coté d'une part, soit également un rempart à l'inflation et soit un secteur qui tire son épingle du jeu. Recentrons peut-être le débat sur ce qui nous intéresse, donc Crédit Mutuel AM Pierre. C'est bien évidemment un fonds de société immobilière coté, tu le Oui, rappelles assez régulièrement. Pas d'amalgame, je dirais, avec l'immobilier un peu plus figé, je dirais, hein, notre résidence principale, notre résidence secondaire et tout ce qui peut, je dirais, dans l'inconscient collectif, rappeler un petit peu le mode de l'immobilier. Là, on est sur une vraie liquidité, disons, hein, donc ça apporte un vrai plus, quoi, disons, hein, dans la gestion au quotidien, hein. exactement. Ok. Alors après, les deux éléments souvent qu'il faut quand même garder en tête, effectivement, dans un cadre de remontée des taux, c'est que c'est le coût de financement qui va augmenter. Donc l'inflation en soi, ça va être l'argument où elle va compenser cet éventuel renchérissement du coût de financement. Et c'est les deux éléments qu'on prend en compte et qui nous laissent justement assez confiants aujourd'hui si on regarde le présent sur le secteur. C'est que les niveaux d'endettement d'une part, mais également la surabondance entre l'offre et la demande sont sur des niveaux qui ne sont pas élevés. Et donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, si on regarde pour le coup le présent, à considérer que l'environnement est toujours très favorable. Alors, si on reste un petit peu plus sur l'Europe, il y a d'abord un élément où aujourd'hui, donc, vous voyez le spread ici sur le graphique, on est quand même sur un spread qui est encore assez significatif entre l'OAT 10 ans et aujourd'hui les niveaux de rendement qu'on peut attendre sur les transactions dans le QCA parisien. D'autre part, en Europe, on a un élément qui est spécifique, on le disait par rapport à l'inflation, on parle plutôt d'une inflation temporaire importée d'une part, et en plus on a un endettement des États qui aujourd'hui devrait plutôt pousser à ce que la remontée des taux soit assez modérée pour plutôt continuer à soutenir la croissance. Comme on le comprend. Exactement. Et enfin, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a l'indexation qui se passe sur les loyers. Et ça, c'est un élément très intéressant. Alors, c'est ce que je voulais justement partager avec vous aujourd'hui sur cette slide. C'est on a mécaniquement des loyers aujourd'hui, des cash flows qui vont progresser. Alors, les petits smileys en vert, ce sont les segments de l'immobilier qui aujourd'hui bénéficient de manière mécanique de cette inflation. Donc, on parle de niveau de 2 à 3% cette année d'inflation sur les loyers, pardon, pour les centres commerciaux, les bureaux et la santé. Mais si on se projette sur 2023, on peut supposer que l'inflation dont on parlait tout à l'heure des 5%, si elle reste telle qu'elle est aujourd'hui, ça sera 5% de croissance des loyers l'an prochain. Toute cette prospective, disons, permet de comprendre qu'effectivement, il y a vraiment des signaux positifs, disons, sur ce marché que tu connais très bien. On verra après peut-être plus descendre dans les valeurs et dans la gestion de ton portefeuille, disons. Mais soyons précis, parce qu'on a l'habitude d'être au plus près de nos clients et d'être le plus objectif possible. La performance instantanée aujourd'hui, elle est un peu volatile, disons. C'est pas forcément à prendre avec beaucoup de précautions, disons, un problème, disons, hein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à moins 7% autour, disons, depuis le 1er janvier, disons, hein. Alors, il y a les éléments dont on parlait tout à l'heure, donc de remontée des taux de la Banque centrale américaine. D'accord. Dans la tête des investisseurs, on va plutôt privilégier des valeurs qui vont être cycliques, qui vont bénéficier de manière plus forte de cette inflation. Clairement, c'est moins le cas de l'immobilier qui, inversement, est perçu comme étant un acteur qui va être pénalisé par cette remontée des taux. Pour autant, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que la perception, justement, elle est un peu erronée, puisque l'inflation, c'est quelque chose qui mécaniquement se retrouve dans les loyers. Alors, même si tu aurais peut-être un renchérissement à la marge donc, de ton coût de financement, c'est quelque chose qui devrait être largement compensé par l'inflation que tu aurais donc, finalement sur tes loyers. Et l'autre élément qui était, je pense, à mettre en avant aujourd'hui, c'est et c'est pour ça que je voudrais faire voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont très attractifs. En tout cas, si on prend par exemple le secteur, aujourd'hui il se paye avec une décote, donc on est sur un PE de 16,5 fois, historiquement on est plutôt autour de 17 fois, donc tu vois, il y a vraiment une décote par rapport à ça. On est sur un secteur qui est en croissance hors effet inflation, donc là pour le coup on devrait avoir une croissance qui devrait être supérieure à ce qu'on avait par le passé, donc plutôt des éléments qui sont favorables. Et enfin,
Quand on prend le graphe, par exemple, du spread, l'OAT par rapport aux transactions aujourd'hui de 2,5% dans le QCA parisien, donc tu es sur 200 points de base, tu te dis que le coussin, si admettons les taux devaient remonter vers les 2%, là clairement il y aurait peut-être un coup de stress sur les niveaux de valorisation du secteur. Mais si je regarde en implicite les valorisations actuelles que tu peux avoir sur certaines foncières de commerce, en moyenne on est autour de 8,5%. Pour le bureau, on est autour de 5,3%. Pour le résidentiel, de 5,8%. Pour le résidence étudiante, 4,2%. Et tu vois, si on continue, on est sur un spread qui, pour le coup, est beaucoup plus large. Alors, ça traduit généralement des réalités qui sont propres à chaque foncière. Il y a, en fonction des géographies, le UK, plutôt l'Europe continentale. Il y a certaines valeurs qui, aujourd'hui, se payent avec des primes, d'autres avec plutôt des plus fortes décotes. Donc, mais globalement, si tu prends juste les moyennes, il y a vraiment un spread qui nous laisse un coussin bien plus important de sécurité par rapport à une éventuelle très forte remontée des taux qui n'est pas forcément notre scénario majeur. Et le dernier élément, c'est un élément qui a à prendre en compte, c'est les transactions de marché. Quand on regarde les transactions de marché aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont au-delà même des niveaux de rendement. Donc on continue à avoir cette inflation des prix, on continue à avoir finalement des taux de capitalisation qui se compressent. Et les principaux exemples que je voulais prendre aujourd'hui, j'avais parlé il y a 6 mois, je crois, de Vonovia, Tout aujourd'hui à où les fait. transactions de marché étaient bien au-delà de ce qu'il y a actuellement dans le bilan de Vonovia. Donc on avait une décote sur une décote. Mais ça a été un peu le cas aussi, par exemple, dans l'immobilier de bureau. Je prends l'exemple de Brookfield, qui a investi plus de 8,5 milliards d'euros là, sur les 6 derniers mois, avec 3 transactions sur des foncières cotées. Alors malheureusement, j'en avais aucune de ces 3-là, pour diverses raisons, mais néanmoins, ça te montre que tu as des acteurs de private equity qui aujourd'hui considèrent que le secteur de l'immobilier coté est très attractif, et plus attractif que d'essayer de trouver sur le marché en direct des opérations. Parfait. Et les 3 que je te mentionne, donc c'est Alstria, Befimo et Ibernia, donc ils ont 3 foncières de bureaux. L'une, donc, c'est une Alstria, c'est une foncière de bureau allemande. Befimo, donc une foncière belge. Et Ibernia, donc une foncière irlandaise. Et les 3 ont été faits. Donc, si tu reprends l'exemple par rapport au décote sur l'ANR, ils ont payé une prime par rapport à leur cours de clôture, puisque c'était donc des foncières de bureaux qui se payaient avec des très fortes décotes, autour de 40 et quelques %. Et Brookfield donc, a payé une prime pour Alstria de 6,8% par rapport à son ANR. Pour Befimo, c'était une décote de moins 20% par rapport à son ANR. Et Ibernia, c'était de moins 5% par rapport à son ANR. Mais tout ça, ça s'est quand même fait où ils ont donc payé une prime par rapport au cours de bourse de 17, 50% et 38% respectivement. Et c'est là où tu peux te dire clairement, il y a effectivement une dichotomie entre ce que tu vois en termes de transactions de marché et ce que tu as aujourd'hui dans le cours de bourse de l'immobilier coté. Et clairement, le secteur de l'immobilier coté, aujourd'hui, semble vraiment être attractif d'un point de vue de la valorisation et d'un point de vue des flux, encore une fois. La remontée des taux, ça va être un vrai sujet pour les assureurs, pour les fonds de private equity, pour trouver des alternatives finalement dans les actifs réels, pour justement eux aussi trouver un rempart à cette inflation. Et clairement, il y a les flux, on parle, je pense à Aviva, qui a décidé donc de doubler la taille de ses actifs immobiliers liés à ses actifs assurantiels pour justement faire face à cette remontée des taux qui, elle, va pénaliser son carnet finalement de fixed income. Intarissable, Alexis, intarissable et étayé, je dirais, sur la technique, sur les constats, sur les ratios, sur les chiffres qui permettent de façon très objective, disons, d'apprécier et d'appréhender le portefeuille de sociétés immobilières cotées par, je dirais, un bout professionnel. Et c'est ça qu'on aime entendre chez toi, c'est ce talent, c'est cette mesure et cette analyse, disons, qui est, je dirais, parfaitement étayée et parfaitement solide. Illustration, performance 8% pendant 20 ans. Dans ta gestion, est-ce que on peut descendre au niveau des valeurs? Est-ce qu'il y a, je dirais, des changements auxquels tu as opéré? Est-ce que, voilà, est-ce que tu voudrais mettre en avant, disons, des secteurs, des valeurs? Disons, tu nous emmènes dans toute l'Europe depuis maintenant de nombreux mois. Accrochons nos wagons et écoutons ce Ok. que tu as à nous dire sur l'Europe, sur le bon côté du mur de Berlin ou le mauvais, ou je ne sais quoi. Alors, si on reprend le portefeuille en soi, il n'a pas forcément non plus beaucoup bougé. On est quand même sur des convictions de long terme dont on a déjà discuté, tu t'en souviens, sur le résidentiel, la logistique, qui représente un bon 60% de notre portefeuille. Ça reste des convictions de long terme. La décote dont on parlait tout à l'heure, pour une valeur comme Vonovia, elle est toujours là, elle nous surprend. Et nous, on reste très confiants sur le moyen terme, long terme. Donc, ça reste vraiment une très forte conviction sur la partie défensive du résidentiel et en particulier du résidentiel allemand.
Pour la logistique, c'est à peu près la même histoire. Il y a une vraie histoire de croissance aujourd'hui qui se passe sur la logistique. On y reviendra sur un nouvel acteur que je voudrais te présenter justement. Il y a toujours ces tendances-là, à la fois sur la logistique classique, mais surtout la logistique aussi de plus en plus urbaine, avec cette livraison du dernier kilomètre dont on a déjà discuté Ouais. maintes fois. Qui est Où une aujourd'hui, il y a réalité pour nous tous, consommateurs, hein. exactement. Et il y a aujourd'hui vraiment cette croissance des loyers qui se met en place avec l'inflation d'une part, mais aussi avec finalement un déséquilibre offre-demande favorable justement aux acteurs existants. Néanmoins, ce qui a vraiment un peu évolué aujourd'hui, c'est on a réalloué un peu plus d'immobilier qui serait bénéficiaire à court terme de l'indexation dont on parlait par rapport à l'inflation, et en particulier, je pense à l'immobilier de bureau. D'accord. J'ai suivi un petit peu la tendance des private equity. Oui, On en avait déjà discuté un petit peu. tout à fait. Il y a une valeur, entre autres, dont je voudrais vous parler, c'est Gecina. Donc là, si on reprend les 3 thématiques 2022, on retrouve les deux donc qui sont un peu notre quille au sein de notre portefeuille, avec un biais plutôt Europe du Nord, donc Pays-Bas, Allemagne et Scandinavie. Donc le résidentiel allemand et scandinave, avec Vonovia, qu'on a déjà discuté. La deuxième, donc, c'est par rapport à la surexposition à la logistique aux dépens des centres commerciaux. Et je vais te présenter justement CTP juste après. Et enfin, le troisième, c'est un peu plus nouveau, qui est un peu plus récent, c'est comment capter le rebond de l'inflation avec l'immobilier de bureau. On pense qu'effectivement, les décotes aujourd'hui dans l'immobilier coté sur les actifs de bureau sont peut-être exagérées. Mhm. Et donc, on a eu tendance à repondérer D'accord. certaines valeurs. Donc, Wiesborg pour la partie, ce qu'on appelle Öresund en Scandinavie, donc c'est Malmö et Copenhagen au Danemark. Colonial pour à la fois les actifs espagnols, Madrid, Barcelone, mais surtout pour les actifs de SFL, la foncière lyonnaise à Paris, et Gecina que je vais te présenter plus en détail. Super. Donc si je prends donc Vonovia, on la connaît très bien et on reste clairement très positif sur cette valeur qui aujourd'hui présente une décote sur une décote. Mhm. On est quasiment à 30% de décote sur l'ANR de Vonovia. Et c'est des actifs qui aujourd'hui sont toujours en croissance, en valorisation, donc plus de 10% par an, avec une croissance aussi des loyers. Définitivement, c'est le meilleur des deux mondes entre une valeur value et une valeur croissance. Donc on continue vraiment d'être positif sur Vonovia. Tu renforces ta position ou tu le conserves, celle que tu as? On en a eu entre 8 et 9%, donc c'est clairement notre première position. D'accord. On ne va pas la renforcer, mais voilà, c'est Parfait. vraiment une très forte conviction de Merci long pour la terme. pondération. Et Mhm. voilà. D'accord. Pour CTP, donc c'est une valeur plus récente. Elle s'est introduite en bourse l'année dernière et elle est clairement d'actualité puisqu'elle est exposée Europe centrale, Europe de l'Est. Alors sur la carte que tu vois ici, il y a alors le portefeuille aujourd'hui est très fortement biaisé sur la République tchèque, lié entre autres à une certaine industrie automobile historiquement. On est sur des grands parcs industriels liés à la République tchèque, donc 66%. Mais après, tu as également des pondérations, donc exposition à Hongrie, 13%, Roumanie, 11%, Slovaquie, 9%. Et enfin, Pologne, Autriche ou encore Bulgarie qui prend un petit poids du portefeuille existant. Et si Pas tu de regardes- problème de proximité du conflit, là. Alors, pour le moment, pas de problème de proximité du conflit. Effectivement, s'il va y Pardon avoir de une faire de la invasion- géographie un peu à la petite semaine, mais voilà. Voilà, non, il n'y a vraiment pas de sujet, il n'y a eu aucun problème sur l'activité, D'accord. sur même le paiement des loyers, il n'y a Parfait. pour l'instant aucun problème. Mais surtout, on est sur une vraie histoire de croissance. On parle aujourd'hui de 7,6 milliards d'actifs. On parle de 11,7 milliards à la fin d'année 2022. Donc, on est sur une très forte progression des actifs sur cet acteur CTP. Pardon. Et on a un pipeline qui est important aussi, puisqu'on a plus de 17 millions de mètres carrés en termes de réserves foncières, donc qui pourrait permettre à CTP de tripler de taille en quasiment 5 ans. Donc on est sur une vraie histoire de croissance. Et surtout, il y a eu une acquisition donc, qui a été faite, qui a été finalisée en février dernier, Deutsche Industrie, qui élargit clairement donc l'expansion géographique de CTP, en dehors peut-être de ce biais Europe de l'Est, mais surtout qui dilue la République tchèque. L'idée pour Deutsche Industrie, comme son nom l'indique, c'est de s'exposer à l'Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne, ça va représenter à peu près 15% des actifs à terme. Il y a également un pipeline important sur cette partie-là. Et il y a aussi l'expansion aujourd'hui que tu vois sur la carte aux Pays-Bas. Donc il y a l'idée de réorienter un petit peu plus le portefeuille vers les actifs Europe de l'Ouest, diversifier également en Roumanie, en Pologne ou en Hongrie. En tout cas, de diluer la République tchèque et d'avoir un acteur un peu pan-européen, Europe centrale plutôt, Europe de l'Est, qui soit en très forte croissance. On aime cette société puisqu'elle est entrepreneuriale. On aime beaucoup l'accompagnement qu'on peut avoir avec son dirigeant, donc Raymond Vos, qui possède 80% du capital. Voilà, donc on a vraiment un acteur qui aujourd'hui possède d'énormes réserves foncières avec des yield on cost, donc des taux de rendement sur les nouvelles créations d'entrepôts qui sont autour de 10% aujourd'hui. Donc entre un marché aujourd'hui qui est un portefeuille valorisé plutôt autour de 6,4% et aujourd'hui un pipeline qui lui est délivré supérieur à 10%, on a une vraie création de valeur. C'est ça qu'on apprécie beaucoup chez CTP. D'accord, donc une CTP, voilà CTP, une entreprise de droit
De quel pays? Hollandais? Hollandais. Hollandais, Ouais, d'accord. CTP. Donc voilà un nouveau nom après Vonovia qu'il faut retenir, dans lequel tu investis donc. exactement. D'accord. Voilà. Donc on a à peu près 3% du fonds actuellement et c'est une forte conviction sur le long terme. Belle Voilà. histoire à raconter. Parfait. Et alors la troisième, donc c'était ce dont on discutait juste avant, Un peu plus par rapport à connu, l'inflation, un peu plus plus connu, connu par le clairement, grand on en a public, déjà ouais. discuté. On avait parlé de cette polarisation, je ne sais pas si tu te souviens, par rapport à la Défense et le quartier central d'affaires parisien, Tout à fait. avec justement des niveaux de vacances qui auraient tendance à progresser à la Défense, Oui. et à l'inverse pour le QCA, avoir une demande qui est toujours très élevée, des niveaux de loyer qui aujourd'hui restent au-dessus des 900 euros du mètre carré. Donc on est sur Gecina, qui est finalement une foncière qu'on connaît pour la plupart tous, qui va avoir un changement de management également en avril prochain, donc dans 2-3 semaines. Mais Brunel va laisser sa place à Monsieur Ortega. Donc il y a toute une histoire justement sur est-ce qu'il y aura effectivement une cession de l'exposition résidentielle, puisqu'on parle souvent de Gecina pour la partie bureau, Mhm. bureau donc, très centré Paris, puisque 55% des bureaux donc, de Gecina sont dans le Paris intramuros, 15% à Neuilly-le-Valois et 10% à Île-de-France avec Boulogne-Billancourt D'accord. et la partie La Défense. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a 20% quand même des actifs de Gecina qui sont donc dans le résidentiel et une partie un peu résidence étudiante. Et toute l'histoire, justement, c'est de savoir, donc surtout sur des actifs qui sont bien souvent décotés par rapport aux transactions de marché, est-ce qu'il n'y a pas une volonté à terme de céder cette partie-là D'accord. ou de créer un blog, À créer une l'occasion GP. du changement de gouvernance. Là. Exactement. D'accord. Donc, ce qu'on aime beaucoup sur Gecina, c'est justement cette décote aujourd'hui qui nous paraît exagérée. On a 40% de décote par rapport à la ANR. On pense justement que, alors peut-être qu'il y a un acteur de private equity qui va s'intéresser aux actifs de Gecina, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Gecina aujourd'hui va voir non seulement sa vacance se réduire, compte tenu de la demande et compte tenu des livraisons qui sont en cours, mais surtout va bénéficier de l'indexation. On parlait donc de 5-6%, quid pour 2023. En tout cas, on sera sur une dynamique qui va être très favorable et qui se rajoute déjà à un potentiel finalement de réversion qui était déjà lui de 6% sur le portefeuille existant. Donc on est sur vraiment une foncière qu'on apprécie beaucoup, qui nous paraît très bien gérée et sur lequel justement vous avez un dividende en plus de 5%. Il y avait de l'actualité là. Voilà, Parfait. exactement. Super. Donc Vonovia, CTP. CTP, Gecina, 3 belles histoires à raconter, merci beaucoup. Écoute, on me transmet déjà quelques questions, ou si tu as au préalable encore quelque chose à rajouter sur ta gestion. Non, il n'y a pas eu d'éléments majeurs. D'accord. Toujours, il y a des, voilà, il y a les fortes convictions dont on a déjà parlé. Les éléments qu'on vient de présenter, CTP et Gecina, ont clairement été des foncières qu'on a renforcées Très bien. sur les 2-3 derniers mois. Voilà, c'est les principaux mouvements. Ok, alors je passe aux questions. Voilà une première question qui dit la chose suivante. Vous avez parlé de l'immobilier rempart lors de périodes d'inflation. Oui. Y a-t-il des secteurs à privilégier? Euh, on, Nos auditeurs sont au fait. alors, on reste assez confiant. Alors, à court terme, les bénéficiaires principaux, ce sont ceux qui ont le smiley vert ici. D'accord. Centres commerciaux, bureaux, santé. Là, il y a une indexation mécanique immédiate et ça va être eux qui vont en bénéficier le plus. Ça traduit un peu ceux qui, à court terme, depuis le début de l'année, ont plutôt eu tendance à surperformer. On n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que les segments, globalement, ont été, en termes de performance depuis le début de l'année, ont plutôt été assez homogènes. D'accord. Après, j'ai pas voulu forcément faire de slide là-dessus parce qu'il y a eu des tendances très spécifiques. Par exemple, dans le bureau, les Alstria, Befimo, Ibernia qui ont eu une proposition de rachat par Brookfield ont vu leur cours de bourse progresser dans des proportions. De façon opportuniste, voilà. bien sûr. Donc ça a un peu biaisé Bien la sûr. lecture et c'est pour ça que je n'ai pas forcément voulu mettre Pas tirer l'accent une là-dessus. règle générale, tout à fait. Hein. Mais à court terme, Mhm. tu sens quand même que c'est ces secteurs-là qui vont en privilégier. Pourquoi on ne revient pas forcément massivement sur les centres commerciaux et pourquoi on a tendance à privilégier les bureaux? Les centres commerciaux, ce qui nous gêne, encore une fois, donc il y a des histoires souvent propres. On avait déjà discuté pour Unibail, c'était l'endettement. Il y a aussi toute la perspective. Donc à court terme, tu bénéficies de l'indexation, mais qu'en sera-t-il au moment de la renégo des baux? Est-ce que tes locataires, je pense à H&M, bon, les classiques Inditex, vont être en mesure de, aujourd'hui, dans un contexte où eux, leurs vêtements, ils ont une inflation sur le coût du coton. Une inflation sur, et quand je dis inflation, c'est 40-50% de hausse des prix pour le coton. Le coût du transport qui augmente, logistique, tout ce qui est lié à partir de la Chine, etc. Les porte-conteneurs explosent en termes de prix. Tout à Le fait. coût de l'énergie augmente. Éventuellement, l'inflation salariale augmente. Comment vas-tu être en mesure, toi, H&M, Zara, Massimo Dutti, être en mesure de passer toutes ces hausses de prix à tes Exactement. clients, voir ton chiffre d'affaires qui se maintient et tes marges qui se maintiennent? C'est toute la question qu'on a. Et les premiers échos qu'on a eus, c'est justement qu'on a quand même certaines franchises, certains acteurs,
dans le textile, mais pas que, également dans la bijouterie ou autre, qui commencent à se poser la question de est-ce que je suis toujours en mesure d'accompagner la hausse des loyers? Et en l'occurrence, non, peut-être que moi aujourd'hui, j'ai un souci sur mes marges, sur mes profits, et je vais demander à mon propriétaire de ne peut-être pas m'augmenter autant les loyers. Ou en tout cas, à terme, je ne serai pas en mesure de payer ce loyer qui, si on prend en compte l'indexation, la renégociation ne se fera pas sur les mêmes niveaux. Il y aura certainement une baisse. Et Ok. c'est ça qui nous amène à être un petit peu plus prudent sur les centres commerciaux. Il y a effectivement un rendement implicite qui est très attractif. On parle de 8%, donc plus de 8%, ce qui en moyenne est vraiment très important. Bien Donc là, sûr. on est vraiment très très loin Ouais, ouais, de ouais, l'OAT 10 tout ans. à fait. Et Oui. pour autant, c'est la Même perspective si elle est de à 1, ouais. oui, oui, exactement. Ouais. Et c'est la perspective un peu plus moyen terme, long terme de est-ce que c'est quelque chose qui sera durable, qui va dans le temps bénéficier finalement à ces acteurs-là, et est-ce qu'ils seront en mesure finalement de maintenir cette croissance? Donc on peut Et rentrer dans une zone de négociation, de loyer, pour pouvoir contrebalancer tous ces effets inflationnistes de matières premières, de main-d'œuvre et ainsi de suite, quoi. c'est exactement ça pour les centres Exactement. commerciaux. Ce qui nous amène finalement à pas Ju- forcément trop bouger les centres commerciaux. Justement, il y a un terrain, je dirais, commun avec la question 2, là, Ouais. qu'on nous a transmis. Vous avez une part de votre allocation sur la logistique. Celle-là a bien Alors, performé ces derniers mois. Quelles sont les convictions sur le match logistique immobilier commercial? alors, c'est le pendant. Voilà. On n'a pas changé notre conviction, notre fusil d'épaule. La logistique, là, le smiley est un peu plus clair. Pourquoi? Oui. Parce que selon Un certaines peu plus géographies, fluo, ouais, tout à je fait. pense au UK, il y a pas forcément toujours cette indexation mécanique. Donc, mais globalement, la plupart des baux logistiques sont indexés également sur l'inflation. Donc, bénéficiaires d'une part, et surtout, et pas plus tard c'était il y a 2 3 semaines, j'ai refait une visite de site du côté de Bonneuil-sur-Marne ou également à Fleury-Mérogis. Les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec les propriétaires d'actifs logistiques, c'est que la tendance, il y a une très forte réversion sur les niveaux de loyer. D'accord. On est sur une tendance, encore voilà, on reste sur cette tendance de croissance. Et à les écouter, on n'en est pas qu'au début, mais la D'accord. tendance, elle est vraiment, vraiment très Il y a forte, encore du très chemin. soutenable. Il y a encore du chemin. Et c'est valable pour des actifs qu'on connaît, qui sont, on a déjà discuté, pur e-commerce, mais d'autres qui sont plus nouveaux. Il y a toute la bataille aussi de la livraison instantanée. On pense à des Gorillaz, voilà. Il y a vraiment tous ces éléments-là qui militent de plus en plus pour rechercher de l'espace de stockage, rechercher de l'espace de messagerie pour justement livrer encore plus. Très Il bien. y a une vraie demande qui progresse et les réversions qu'on a actuellement dans la logistique sont vraiment généralement supérieures à 20%. Donc on est sur une histoire de croissance qui continue, qui se poursuit et c'est pour ça qu'on reste très positif dessus. Une dernière question qui nous a été posée. Êtes-vous encore investi au UK? Dans quel secteur? Oui, alors au UK, on a principalement donc Cigro qui est de grosses expositions logistiques. Alors Cigro est une foncière qui est exposée, on va dire 50% UK, mais également 50% Europe continentale. Le Royaume-Uni aujourd'hui est à peu près 9-10%. On a également dans les expositions UK un actif qui est lui aussi exposé Angleterre, exposé Europe continentale, c'est Safestore, qui est plus connu chez nous comme une pièce en plus dans les garde-meubles. Très bien. On avait déjà discuté les petites couleurs jaune et bleu pour les clients qui connaissent. Donc typiquement, alors pour les garde-meubles, on a eu tendance à un petit peu alléger notre position sur les garde-meubles. Je profite que tu me poses la question indirectement, Je mais t'en prie. pour saisir la balle au rebond. Bien sûr. C'est un acteur qui a surtout bénéficié non pas de l'indexation et de l'inflation, mais plutôt d'un manque d'offres avec en face une demande très élevée. Et de facto, ce sont des acteurs qui sont capables, compte tenu des baux qui sont extrêmement courts, on est généralement sur des baux de 1 mois, tu es en mesure de faire un préavis au bout d'1 mois sur la location de ton D'accord. box. Et les hausses de prix ont été assez significatives. On parle d'une hausse de prix en organique qui était supérieure à 10% sur l'année 2021. Donc on est sur une tendance qui est très très forte. Et aujourd'hui, le niveau de valorisation nous amène un petit peu à prendre quelques profits sur ces acteurs-là. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On n'a jamais fait complètement le tour de la question, bien évidemment, avec Alexis. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir, disons, à partager ce nouvel endroit, cette nouvelle ambiance. On vous a emmené pas loin autour du feu chez nous, mais peut-être que dans un épisode prochain, on aura peut-être la cheminée. Mais en tout état de cause, voilà, toujours le même allant. Je rappelle, donc CM Pierre. Des sociétés immobilières cotées, la liquidité, les histoires à raconter, 3 nouveaux noms. Vonovia qu'on connaissait déjà bien, Gessina qu'on connaissait un peu sur le grand public, CTP, CTP, merci de me super histoire. corriger, voilà, tout à fait. Avec de l'actualité, de la volatilité, mais disons, beaucoup de discours qui sous-tend des bonnes idées à venir. Et je le rappelle quand même, 8% sur 20 ans.
c'est quand même un maître mot, quoi, disons. Merci Alexis pour toute l'allant, le professionnalisme, la bonhomie que tu apportes à ce fonds et à la traduction envers des investisseurs qui, nous le souhaitons, nous rejoindront de façon plus importante. Merci Merci, Pascal. très belle journée à vous tous.